Alors, si j'étais pas du genre qui dit faites ce que je dis et pas ce que je fais, je dirais j'ai toujours félicité tout au long de ce colloque les gens qui allaient direct à l'essentiel, ce que je ne vais pas faire, mais je vais quand même résumer en 2 mots ce que je retire de ce colloque. Et les 2 mots, c'est vraiment, c'est merci et bravo. Parce que tous les intervenants, le public, y compris ceux qui étaient derrière leur écran, vous avez quand même été un peu plus de 250 à suivre pendant 2 jours. C'est considérable par les temps qui... Et vraiment, pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a une autre raison pour laquelle je vous remercie, c'est que, vous savez, je ne sais pas jouer autrement que collectif, ce qui est depuis la création du groupe Polyhandicap France par Monique Rongière, à qui je me fais un plaisir de rendre un vrai hommage parce qu'elle a trop bien bossé, franchement. On a toujours dit ça, l'idée c'était qu'on travaille tous ensemble, parents, professionnels du secteur médico-social et sanitaire. Et donc je pense qu'aujourd'hui, là, on en a eu vraiment une illustration parfaite. On a retrouvé tous nos 5 mots, vous savez, ceux qu'on a cités au début, la précocité, la proximité, la continuité, beaucoup, la souplesse, plus encore, et évidemment la qualité. On a beaucoup parlé de management, on a beaucoup parlé des entreprises et des associations. En tout cas, ce qui en est ressorti, c'est qu'effectivement, si on ne commence pas par écouter le terrain, eh ben, c'est pas la peine. Je veux dire, il n'y a plus qu'à rentrer chez soi et faire autre chose. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est revenu à travers toutes vos interventions, quelles qu'elles soient et quelle que soit la place de laquelle vous parliez. Et franchement, pour ça, bravo, parce que c'est vrai que le terrain, c'est quand même mieux, je ne critique évidemment jamais personne, mais c'est quand même mieux que certaines idéologies parfois dogmatiques qu'on a pu voir à l'œuvre et totalement, comme on dit, à côté de la plaque. Donc, merci pour votre regard. On a beaucoup parlé de l'importance du regard. Merci pour votre regard, parce que maintenant, vous nous avez considérablement aidés à continuer à nous battre pour les personnes polyhandicapées. Et pour répondre à ma charmante camarade qui disait hier bon, et alors maintenant, qu'est-ce que vous faites et comment ça se passe et quoi, et comment, etc. Je vais quand même vous dire en 2 mots, puisque vous aurez noté qu'on a une sorte de changement de gouvernement, enfin sur le papier en tout cas, et que donc ça sous-entend à nouveau un plaidoyer, des explications et des choses comme ça. On a vraiment essayé, on l'a tenté l'autre jour avec quelqu'un qui ne connaissait rien au polyhandicap, ça a très bien marché. Vous inquiétez pas, c'est juste un extrait, ce que je vais lire. C'est effectivement que parmi les sujets qui nous préoccupent, là, ce que je vous lis, c'est le cœur du truc, parce que je pense que c'est important. Et ce qui serait encore mieux, c'est si jamais il y a quelque chose avec quoi vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez quelque chose à rajouter, vous connaissez notre adresse mail puisque vous êtes là, surtout, ne vous privez pas de donner votre avis. Donc c'était effectivement, parmi les sujets qui nous préoccupent, vient tout d'abord celui de la spécificité trop souvent ignorée, méconnue du polyhandicap. Il s'agit là d'un handicap, je précise que je parle à des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Il s'agit là d'un handicap d'extrême dépendance et d'extrême vulnérabilité qui ne saurait être assimilé à aucun autre et qui demande un accompagnement complexe et adapté. Cet accompagnement doit être continu, formé, pluridisciplinaire et dans un souci d'échange transdisciplinaire constant afin d'assurer une prise en compte globale et de qualité de chacune des personnes polyhandicapées concernées. Dans ces conditions, les solutions inclusives adaptées à d'autres types de handicap trouvent rapidement leurs limites. Et l'idée d'inclusion peut tout aussi rapidement être remplacée par une réalité d'exclusion
du milieu ordinaire. L'accompagnement en ESMS, et quand je dis ESMS, je leur précise qu'il s'agit d'établissements et de services d'accompagnement à domicile, y compris avec hébergement, accessible, ouvert sur le milieu ordinaire et agréablement situé, trouve là sa pleine justification et tout son sens. Partant de là, on décline un certain nombre d'exigences. On dit de demandes, mais en réalité, ce sont des exigences. Et on va vous expliquer ça à deux voix, parce que nous, notre façon d'avoir une qualité de vie au travail, c'est de jouer. Alors, on joue très bien avec Jean-Yves aux chiffres et aux lettres. Donc, je lui laisse les chiffres et il me donne les lettres. Donc, dans un premier temps, ce qu'on demandait, c'était la première demande du volet polyhandicap, c'était un diagnostic. De qui parle-t-on? Combien sont-ils et où? De quoi a-t-on vraiment besoin? Inutile de vous dire qu'on l'attend encore, parce que c'est tout simplement impossible. Impossible n'est pas GPF. Mon cher Jean-Yves. Oui, effectivement, nous avons pallié à la déficience coupable des pouvoirs publics qui ne connaît pas ou qui ne veut pas connaître la nature et la quantité précise des besoins, et tout simplement le nombre de personnes polyhandicapées qui ont besoin d'un accompagnement adapté en France. Donc on a fait le travail pour eux de manière très simple. Ça a pris quelques minutes, j'ai envie de dire. On est parti de l'enquête de l'INSEE qui donne le nombre précis de la population française en 2021. Donc on a un nombre précis à l'unité du nombre de Français, c'est de l'ordre de 67 millions. On a appliqué à ce nombre de Français le chiffre connu par tous, y compris par la HAS et le gouvernement, de ce qu'on appelle la prévalence du polyhandicap, qui est de 0,7 pour 1000. Et donc, on arrive très simplement à un nombre de personnes polyhandicapées, aujourd'hui en France, de l'ordre de 47 000 personnes polyhandicapées, dont environ 11 000 ont moins de 20 ans. C'est intéressant de comparer ce chiffre, donc 47 000 personnes polyhandicapées, au nombre de places polyhandicap qui existent en France, tout simplement. Le calcul est simple, encore une fois, c'est pas des grandes mathématiques. Aujourd'hui en France, enfin en 2018 plus précisément, mais ça n'a pas beaucoup évolué, il y avait 34 500 places. Donc vous calculez rapidement le nombre de places qu'il manque. C'est plus de 10 000 places qui manquent pour les personnes polyhandicapées. Je rajoute à ce calcul, pour être encore plus précis, que vous savez comme moi qu'il y a deux effets de biais par rapport à cette première évaluation. Le premier biais, c'est que dans nos établissements spécialisés pour le polyhandicap, nous accueillons beaucoup de personnes qui ne sont pas polyhandicapées, qui sont considérés par la MDPH comme devant être orientés dans nos établissements parce qu'ils ont une dépendance très importante dans tous les actes de la vie quotidienne, mais donc qui ne sont pas polyhandicapés. Et de ce fait-là, même s'il y a 34 500 places, il n'y a pas 34 500 places pour les personnes polyhandicapées. Et je rajoute un autre élément qui aggrave encore ce constat, c'est que on peut calculer, je vous passe les détails du calcul, mais qu'il y a environ 8000 personnes polyhandicapées qui sont accueillies dans des établissements qui ne sont pas spécialisés pour le polyhandicap, par exemple des IEM, voire des IME, voire peut-être d'autres types d'établissements. Et donc ces établissements n'ont pas le coût à la place nécessaire pour assurer un accompagnement satisfaisant qui réponde à l'intensité des besoins et de l'accompagnement des personnes polyhandicapées. Voilà, donc on a un constat aujourd'hui qui est assez précis, on va dire, qui est opposable. Je fais un aparté d'ailleurs, je m'étonne souvent que les associations gestionnaires, voire les familles, ne fassent pas plus de recours
juridiques, comme l'a fait la famille d'Amélie Loquet, pour faire avancer la situation, puisque évidemment on ne peut que constater un manque de volonté politique aujourd'hui de la part de l'ancien gouvernement. On attend tout du prochain, bien sûr, pour faire évoluer cette situation et créer les places. On n'a plus le droit de parler de places, mais on parle bien de places, ou en tout cas de réponses. Voilà, au moins 10 000 places qui manquent aujourd'hui. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils sont très bavards même. Et non seulement on a besoin de places, et effectivement aussi bien, encore une fois, en établissement qu'avec un accompagnement à domicile, ça reste extrêmement important, parce qu'il y a des gens trop fragiles pour du 7 jours sur 7, ça c'est une chose. Mais dans ces places, on a besoin de professionnels. Je vous épargne le quart d'heure Ségur, vous le connaissez beaucoup mieux que moi, et toutes les revendications qui vont avec. Mais il y a aussi autre chose, ce sont précisément les conditions de travail qu'on a dans les établissements. Et donc, pour avoir de bonnes conditions de travail, il faut que les professionnels soient, et là, 3 revendications avec lesquelles on ne rigole pas, mais alors pas du tout. La première, c'est effectivement la quantité. Donc ça, ce sont les budgets des établissements. Il faut qu'il y ait suffisamment de personnes pour faire des toilettes, par exemple, pour prendre le truc le plus basique et en même temps le plus important en termes de confort, d'éducation et tout ce genre de choses. On a besoin de gens suffisamment nombreux. Non seulement on a besoin de cette quantité, mais évidemment, on a aussi besoin de qualité. Je veux dire par là de formation initiale convenable. Et par convenable, j'entends complète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un kiné de faire le travail d'une orthophoniste, juste pour passer, même s'il y a une transdisciplinarité considérable. Nous avons besoin que ces métiers des paramédicaux soient valorisés. Nous avons besoin, et nous y tenons, que les AMP qui rentrent dans les établissements aient déjà une formation, qui connaissent le polyhandicap. Et nous avons aussi tout le temps besoin d'une formation continue, ce qui veut dire de budget pour les formations continues et de budget pour remplacer les personnes qui partent en formation, parce qu'on envoie des vrais gens en formation, figurez-vous, pas des hologrammes. Et donc, on a réellement besoin de ces 3 choses. Quantité, qualité, formation continue. Alors ça, ce sont des choses extrêmement importantes qu'on demande. On demande aussi un accès aux soins. Vous savez exactement de quoi je parle, mais notamment dans l'accès aux soins. Vous avez un détail, on va dire ça comme ça, un détail. Quand vous avez des gens qui sont déjà, par exemple, dans une maison d'accueil spécialisée, on part du principe qu'il s'agit d'adultes. S'il s'agit d'adultes, ça veut dire que leurs parents sont pas tout jeunes. Et ça veut dire aussi qu'ils sont plus compliqués à déplacer que des enfants. Si vous avez une consultation à l'hôpital, il n'est pas du tout évident que les parents puissent s'occuper d'accompagner tout seul la consultation. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de professionnels dans la masse pour pouvoir accompagner les parents, le résident, etc. Quelquefois, pour aller dans un hôpital qui est à 120 km, si vous allez à Garches, par exemple, alors que vous habitez Saint-Quentin, c'est un peu compliqué. Et donc, on a vraiment besoin de budget. Or, il se trouve que déjà, vous le savez, les budgets pour les enfants, en tout cas c'est ce que disent les professionnels de l'enfance, sont insuffisants. Les budgets chez les adultes, on n'ose même pas en parler. Bruno Pollet a dit hier, je crois, a cité sa marche d'escalier entre les établissements pour enfants et les établissements pour adultes. Si André Schilt, président du CESAP, était là, il vous dirait que ça tourne entre 30 et 40% la différence de budget. Comment voulez-vous qu'on fasse? C'est juste scandaleux. Et là, je pense que quelques chiffres seraient pas mal venus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Yves. Oui, bien sûr. Alors effectivement, là aussi, le calcul est simplissime. Je ne sais pas si vous connaissez l'article D312-88 du Code de l'action sociale,
C'est un article qui définit les conditions minimales, j'insiste sur le terme, d'organisation des établissements qui accueillent des enfants polyhandicapés. Et donc cet article donne une liste de métiers qui sont requis pour les conditions minimales, j'insiste sur le mot, les conditions minimales d'accompagnement des enfants polyhandicapés. On a fait un calcul qui, encore une fois, est très simple. C'est que sur la base de cette liste, on a mis en face de chaque métier une masse salariale chargée. Et pour les AMP, par exemple, on a considéré qu'il fallait un taux d'encadrement de 1 AMP pour 3 personnes accompagnées. Bon, après, on peut en discuter, bien sûr, mais en tout cas, c'était notre hypothèse. Pour les infirmières, on a pris bien sûr l'hypothèse d'infirmières présentes 24 heures sur 24 dans un établissement d'hébergement, par exemple. Et donc on a fait le calcul, on a fait simplement la somme de la masse salariale déterminée donc, par les conditions minimales de fonctionnement. On a rajouté le ratio habituel des autres frais de fonctionnement, voilà, que l'on connaît, que l'adresse et que le gouvernement connaît parfaitement, qui est de l'ordre d'environ 30%. Et donc on arrive à un total qui est très simple et qu'on divise par le nombre de places, et donc on obtient un coût à la place. Le coût à la place, donc on obtient de cette façon-là pour un externat ouvert 210 jours par an est de 75 000 €. Et le coût à la place pour une masse, par exemple, ou un EAP avec un hébergement 365 jours par an, c'est le cas de la plateforme où je suis, on obtient un coût à la place de 150 000 €. Le coût moyen qui est accordé aujourd'hui par le gouvernement pour les établissements qui accueillent des personnes polyhandicapées, externat, internat mélangés, est de 80 000 €. Donc la conclusion est simple, c'est que dans une masse, il manque la moitié du financement. Donc 80 000, vous allez m'aider, 80 000 € multipliés par 50 places, par exemple, ça fait 4 millions d'euros. Donc les masses, en moyenne, devraient, pour fonctionner normalement selon les conditions minimales définies par le Code de l'action sociale, avoir un budget 2 fois supérieur à ce qu'elles ont. Voilà, là aussi, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils parlent d'eux-mêmes. Effectivement. Je reviens sur l'accès aux soins. Bon, je ne vous raconte pas comme c'est compliqué dès qu'on sort de l'enfance et des hôpitaux spécialisés, à quel point les suivis sont difficiles parce que ça n'a jamais été prévu et l'accueil de personnes polyhandicapées n'est encore moins prévu que le reste. J'ajoute à ça la scolarisation des enfants. C'est à peine un quart des enfants qui on dit scolariser, mais il faut savoir que scolariser, ça veut quelquefois dire qu'ils ont droit à 1 heure par semaine. Et là, ils passent dans les statistiques des gens scolarisés. Alors, ok, ils ne vont pas faire Polytechnique, et alors ? Il faut voir le bonheur d'apprendre de ces enfants, il faut voir ce qu'apporte quelqu'un qui a une formation d'enseignant qui est différente et complémentaire des formations du médico-social. Et là, en fait, ce qu'on nous propose, ce sont des unités dites externalisées, quel vilain mot, et non pas, parce que ça concerne, allez, pour l'instant, sûrement dans 20 ans, l'éducation nationale sera passée du stade de mammouth au stade d'un pur sang anglais magnifique. En attendant, c'est un petit peu compliqué et ça va concerner un certain nombre d'enfants, à peine 10%. Donc c'est vraiment, et en revanche, les enseignants à l'intérieur des ESMS, eh ben je préfère que vous ne me donniez pas d'exemple parce que j'ai laissé mes Kleenex sur la table, mais franchement, il y a de quoi pleurer. C'est juste lamentable. Et ça, ce sont des idéologies. Et ça, c'est du dogme, je vous le dis, tout cru. Donc, on a formé avec un certain nombre d'autres associations, dont certaines parmi vous sont présentes, un collectif Urgence Polyhandicap, et nous allons nous empresser de déposer ce petit dossier sympathique,
un peu, voilà, grosso modo, naturellement enrichi de tout ce que vous allez nous dire, mais grosso modo tel que je viens de vous le décrire, lorsque nous aurons vraiment un ministère confirmé par des législatives, enfin quelque chose d'un petit peu assis, sachant qu'on a quand même, après la disparition, la fin du volet polyhandicap, on est quand même extrêmement accompagné et par la CNSA, dont je salue ici la présence, et par la DGCS, qui nous regarde, je prends peut-être mes désirs pour des réalités, mais qui nous regarde avec un œil bienveillant, ce qui est absolument formidable. Et donc, voilà, je pense qu'on a quand même quelques beaux espoirs qui nous sont permis. Ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que si on ne joue pas collectif, on n'y arrivera pas. On a vraiment besoin de pouvoir travailler ensemble, compter les uns sur les autres. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on finisse par comprendre. Jean-Yves disait, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'attaques contre l'État. Moi, je me rappelle Elisabeth Zuckman disant, moi, je vous trouve quand même bien compliant. Et moi, ce que je dis, c'est vraiment autorisez-vous à demander autre chose que ce qu'on vous propose. Comme disent nos copains britanniques, parce que ça reste quand même des copains, pensez en dehors des cadres. En dehors des cadres, s'il vous plaît. Et je pense qu'on a quand même eu, et je salue ce que disait tout à l'heure Dominique, maintenant, justement, on a des cadres. À quoi servent les murs, sinon à être enjambés? À quoi servent les cadres, sinon à s'autoriser à penser, sinon à la créativité, parce que c'est tout de même le mot qui reste le plus important dans le polyhandicap, c'est la créativité. Et comme aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas me mettre de limites, je vais carrément vous citer Claudel, parce que c'est quand même la plus belle citation, une des plus belles citations de la langue française. C'est l'ordre et le plaisir de la raison, mais le désordre et le délice de l'imagination. Faites-en bon usage. Je crois que c'est créatif. Et c'est vraiment ça qu'il faut que nous retenions de ces journées où on a vu se dégager effectivement cette écoute du terrain, cet intérêt, cette créativité. C'est vraiment ça qui est important. Et je vais vous laisser sur une parole que je trouve magnifique, qui a été dite par un kiné aux obsèques d'un jeune garçon qui avait 10 ans, et elle disait cette phrase merveilleuse. Elle disait, Théo, on était là pour avoir un rôle éducatif, et c'est toi qui nous as pris par la main pour nous montrer le chemin. Je vous laisse là-dessus parce qu'on ne peut plus rien ajouter. Ah si, je vais quand même ajouter quelque chose là. Je sors de mon rôle de milieu de terrain que j'aime tant pour reprendre la casquette de présidente. Je suppose que vous êtes beaucoup d'entre vous membres du GPF. Comme vous le savez, nous avons une assemblée générale extraordinaire le 9 juin. S'il vous plaît, je comprends très bien que vous ne puissiez pas vous déplacer. C'est une assemblée générale extraordinaire. Nous avons besoin de modifier les statuts pour intégrer encore plus de parents. Et si vous ne pouvez pas venir, je vous en conjure, envoyez-nous les pouvoirs. N'oubliez pas, c'est tellement important.